quand on est bien équipé en microbes, eh bien, on est en meilleure santé si c'est ces microbes-là. En fait, faut trier. Et l'hygiène, c'est pas de repousser tous les microbes, c'est de trier les méchants et surtout, et on le fait pas assez aujourd'hui, de garder les gentils. Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et écrivaine. J'anime ce podcast avec l'aide de Mathieu à la technique et avec Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition dans les coulisses. Nous aimons ici l'idée que tout soit lié. Nous prônons une alimentation permacole où l'on célèbre la diversité et les interdépendances et où l'écologie comme science des liens n'est jamais loin. Santé des uns, santé des autres, santé de notre chère vieille planète, santé des sols sous nos pieds et pourquoi pas santé de nos solidarités. Marc-André Sellos est professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et dans des universités en Pologne et en Chine dont je ne prononcerai pas le nom, je vous laisserai le faire. Ses travaux portent sur l'écologie et les symbioses, en particulier les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux racines. C'est un mycologue qui cite Bossuet et un botaniste qui parle mieux que personne de nos entrailles. Je passe sur ses nombreux titres, il est éditeur de 4 revues scientifiques internationales et de la revue de vulgarisation Espèces. Il a publié plus de 210 articles de recherche et 250 articles de vulgarisation. Il est l'auteur d'ouvrages grand public sur les microbiotes, Jamais seul, sur les tanins, le goût et les couleurs du monde, et le sol, l'origine du monde. Il est co-auteur d'une bande dessinée sur le sol avec Mathieu Burnia. Marc-André Sellos, bonjour. Bonjour. Puis-je vous demander comment ça va ? Ça va. Vous savez pourquoi on demande comment ça va, hein ? Moi je le sais, mais il faut peut-être le rappeler aux auditeurs. Eh bien, en gros, la question en entier, c'est comment allez-vous à la selle ? En d'autres termes, comment allez-vous aux toilettes ? Et c'est parce qu'effectivement, dans une époque ancienne, quand le tube digestif allait bien, tout allait bien, et quand il allait pas bien, ça pouvait mener à la mort. En fait, quelque part, quand on sait que le tube digestif est plein de bactéries, et que ces bactéries font qu'on digère bien, ou qu'au contraire, on est malade, quand on demande comment ça va, d'une certaine façon, on demande est-ce que vous êtes bien en phase avec votre microbiote ? Et puis-je vous retourner la question que vous avez récemment posée dans l'un de vos posts ? Peut-on être aveugle au monde qu'on voit ? Peut-on être aveugle au monde que l'on voit ? En réalité, c'est une fausse question, c'est plutôt une certitude, car nous vivons dans un monde microbien, mais ça, nous ne le voyons pas. Pourtant, quand mes yeux portent sur la façade en face par la fenêtre, je vois des espèces de pissures, de salissures noires, et je sais très bien que c'est des croûtes de cyanobactéries et de bactéries, voire de quelques algues. D'ailleurs, le verre du toit, là-bas, ce sont des algues. Je sais bien que tout est recouvert d'un film de microbes, je sais que mes entrailles contiennent des microbes, je sais aussi que, ma foi, le sol autour de moi est couvert de microbes, et que c'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise nouvelle, heureusement, mais en réalité on ne voit pas cette présence microbienne, et on voit pas non plus tellement la fibre chimique dont est fait le monde, et pourtant ce sont des réalités qui s'imposent à nous et à notre santé. Merci pour vos commentaires sur notre moquette, et comme vous l'avez compris, nous n'habitons pas en pleine campagne. Comment vous êtes-vous intéressé au monde microbien, et spécialement aux champignons, ce fascinant règne du vivant ? Les champignons, c'est mon prof de sciences nat. On disait sciences naturelles et pas SVT à l'époque. Mon prof de sciences nat de 5e qui avait demandé de ramener des champignons pour le cours suivant. Et ça m'a passionné. J'ai commencé à vouloir en ramasser d'autres, leur donner des noms. Je suis devenu très jeune, dès l'âge de 12 ans, mycologue. Voilà. Et pas très longtemps après, je suis rentré à la Société mycologique de France. Moi, j'étais de loin le plus jeune. Et mûrissant, vieillissant, me préparant jeune universitaire à faire une thèse, il a fallu trouver des choses liées aux champignons, mais qui soient au-delà de l'identification des champignons, et j'ai commencé à étudier leur écologie. Et au jour le jour, les champignons, en fait, ils sont faits d'un mycélium, c'est-à-dire de filaments microscopiques qui vivent dans le sol ou dans les plantes parasitées, et ils forment simplement transitoirement ces parties qu'on voit à l'œil nu et qui permettent d'ailleurs de les identifier aux mycologues. Et donc, en fait, ça m'a plongé dans le monde microbien. Et de là, après, j'ai commencé à étudier les bactéries qui tournent autour des champignons, les amibes, les choses comme ça. Enfin, je suis devenu microbiologiste, projeté dans l'invisible et dans le monde microbien par les champignons, qui nous font un peu coucou dans le visible, de temps à autre, quand ils font ces parties massives visibles à l'œil nu, qui ne sont que leurs organes reproducteurs. Et alors, puisqu'on est sur ces organes reproducteurs, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les meilleurs pour notre santé, les meilleurs champignons ? Alors déjà, bien sûr, il y a ceux qu'il faut éviter parce qu'ils contiennent des toxines. Toxines qui visent souvent d'ailleurs à empêcher
qu'ils soient mangés par des animaux et dont nous sommes un peu des victimes collatérales parce que clairement nous ne sommes pas les gros mangeurs de champignons. Les gros mangeurs de champignons, c'est les limaces, les insectes, mais certaines des toxines qu'ils accumulent pour ne pas être mangés, nous y sommes sensibles. En revanche, il y a tout un tas d'autres champignons à manger. Il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qu'on sait cultiver, et c'est souvent des décomposeurs de bois, comme les pleurotes, de paille ou de fumier, comme les champignons de Paris. Ça, on arrive bien à les cultiver, mais c'est pas les plus goûtés. Et puis l'autre grande catégorie de champignons qui se mangent, c'est ceux qui sont en fait associés aux racines, dont les filaments microscopiques, le fameux mycélium est associé aux racines des arbres forestiers. C'est les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, les pieds de mouton, certaines amanites qui sont délicieuses. Toutes ne sont pas toxiques. Hein. Les truffes aussi ou pas? Et les truffes, vous faites bien de le mentionner. Et là, alors ces champignons-là sont beaucoup plus difficiles à produire parce qu'on ne peut que les récolter sous des arbres, mais ils sont excellents. On dit que les microbes nous rendent malades. Pour en venir aux microbes dont on parlait juste avant, on dit qu'ils nous rendent malades, mais est-ce qu'ils sont pas responsables aussi de notre bonne santé? Alors, en réalité, les microbes, il en va des microbes comme de la nature. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Et dans la diversité des microbes, on parle de dizaines de millions d'espèces de bactéries. On parle probablement de plusieurs millions d'espèces de champignons. Il y a des espèces qui nous rendent malades, et ça, on l'a très vite identifié en se demandant pourquoi on est malade. On a trouvé que, assez souvent, c'était des bactéries, ou des virus d'ailleurs, qui provoquaient cela. Bon, parfois des champignons d'ailleurs, hein. On pense aux mycoses. Mais si on se pose la question pourquoi on est en bonne santé, on trouve aussi des microbes. On sait aujourd'hui que les microbes de notre peau, les microbes de notre tube digestif, des bactéries, puis des champignons unicellulaires qu'on appelle des levures, sont très importants pour notre santé, à la fois parce qu'ils nous protègent des maladies, ils empêchent l'installation des indésirables, mais ils produisent aussi tout un tas de vitamines dans notre tube digestif, d'enzymes qui nous aident à digérer dans notre tube digestif, et puis aussi ils produisent des substances qui passent dans notre organisme. On pense que 80% des espèces moléculaires, des formules chimiques qu'il y a dans notre organisme sont issues de nos microbes. Alors elles sont pas là en quantité énorme, mais elles ont cet intérêt d'exercer des rôles régulateurs. Et donc, une autre chose, c'est que ça régule notre physiologie, notre appétit, notre prise de poids, notre humeur. Et quand on est bien équipé en microbes, eh bien, on est en meilleure santé si c'est ces microbes-là. En fait, faut trier. Et l'hygiène, c'est pas de repousser tous les microbes, c'est de trier les méchants. Et surtout, et on le fait pas assez aujourd'hui, de garder les gentils. On est comme des paysages, en fait. Oui, on est un paysage microbien, mais si vous vous mettez à l'échelle microbienne, de toute façon, tout est paysage microbien, parce qu'il y en a partout. Et c'est vrai que votre peau est une formidable jungle microbienne. Formidable parce qu'elle vous défend, c'est votre pelage, hein, d'une certaine façon. Et finalement, quand vous changez d'échelle, les grands organismes, c'est vrai pour les plantes aussi, et pour tous les autres animaux que l'homme, finalement, tout ça, c'est des immeubles à peupler. Et puisque vous dites finalement, alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de finalité dans la biologie et l'évolution, mais j'avais lu qu'on avait hébergé au moment où l'air devenait peut-être plus riche en oxygène, qu'on avait finalement été là pour peut-être héberger certaines bactéries anaérobies. Ça m'avait beaucoup amusé. Vous pensez sans doute aux mitochondries, c'est-à-dire à cette histoire que au cœur de nos cellules, il y a des petits composants, il y en a plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines par cellule, qui en fait effectuent la respiration, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'oxygène et les sucres amenés par le sang pour faire une réaction chimique qui fait du CO2 qu'on expire régulièrement par ailleurs, hein, qui repart dans le sang, et de l'énergie qui permet à nos cellules de vivre, qui nous permet de bouger, de parler par exemple. Et ces petits composants-là, en fait, sont des bactéries que nous hébergeons dans nos cellules et qui respirent pour nous. Donc c'est une présence microbienne encore plus intime que celle qu'on a dans le tube digestif ou sur la peau, une présence microbienne qui est devenue inséparable de nos cellules. Là, pour le coup, quand on parle d'une cellule humaine, ça marche pas sans ces bactéries-là. Et ces bactéries-là ne vivent plus hors des cellules humaines. Mais quelque part, quand je dis c'est 10 000 milliards de cellules, mais 100 fois plus de mitochondries qui parlent. Et qui parlent de notre lignée maternelle. Et qui sont une des choses que nous héritons de notre mère, absolument. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup et que vous n'aimez pas, j'ai cru comprendre, qui est le mot holobionte, justement. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que c'est très en lien avec ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs. Il y a une raison un peu technique, qui est que j'en ai marre du jargon, parce que on a sécrété un jargon scientifique qui fait qu'aujourd'hui, si on fait pas un gros effort pour se faire comprendre, notre vocabulaire quotidien scientifique ne passe pas. Alors que moi, j'aime beaucoup l'idée d'inventer des nouveaux mots.
Ouais, mais il faut que les gens puissent s'en emparer et que ça libère des choses. Je suis pas contre les nouveaux mots, mais aujourd'hui, quand un scientifique parle, c'est difficile. Il y a d'autres sciences, d'autres disciplines, comme l'économie, par exemple, ou la sociologie, qui ont réussi à parler un vocabulaire plus accessible au public et qui, du coup, se font mieux entendre. Or, aujourd'hui, on a besoin d'entendre de la biologie et de l'écologie. La deuxième raison, c'est que l'holobiont, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, ces microbes embarqués, ils jouent dans notre physiologie, ils jouent dans notre digestion, ils jouent dans la régulation de notre métabolisme, ils aident notre système immunitaire à bien fonctionner. Par exemple, on sait aujourd'hui que des problèmes du système immunitaire comme l'allergie ou la dermatite atopique, ces rougeurs qui démangent sur la peau, sont liés à des dysfonctionnements de ce microbiote. Il n'est pas complet et il fonctionne pas bien. Et il remplit pas ses fonctions habituelles, donc ça dysfonctionne. Eh bien, au total, on se dit que l'individu n'est pas autonome, il a besoin pour qu'on le comprenne et qu'on sache comment il marche, qu'on prenne en charge conceptuellement tous ces microbes, et on appelle holobionte la plante et tous ses microbes, le hérisson et tous ses microbes, l'homme et tous ses microbes. On crée une nouvelle entité qui tient compte de la présence de ces microbes. Et au passage, on passe complètement à côté d'une chose, c'est que ce que nous raconte cette histoire, c'est l'interdépendance. Vous en avez fait l'introduction de ce podcast. Nous sommes interdépendants. On est aussi interdépendants aux salades qu'on mange, au bœuf qu'on mange si on mange du bœuf. D'ailleurs, les plantes pourraient être interdépendantes avec nous si on apprenait à faire pipi et caca dans les champs, c'est-à-dire à recycler notre azote et notre phosphate vers des plantes, éventuellement utiles pour nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une interdépendance et les relations sont importantes. Et essayer de trouver une entité autonome en changeant de focus et en changeant de contenu, c'est toujours chercher des entités là où il n'y a que des interdépendances. Et il va falloir les prendre en charge. Et notre culture occidentale, là je fais que reprendre des pensées descoliennes ou maurisiennes ou latouriennes. Notre pensée occidentale n'a pas assez pensé les dépendances à la nature. Il va falloir s'y mettre et pas chercher des entités autonomes. Chercher à comprendre la dépendance pour s'en servir pour la santé et l'avenir de nos enfants. Et justement, comment, puisqu'on est aussi là dans un podcast autour de la nutrition, comment prendre soin de ce peuple intérieur? Alors c'est très simple, la carotte et le bâton. Il faut éviter les coups de bâton. Les coups de bâton, c'est un environnement trop propre. Aujourd'hui, on nous vend des produits ménagers qui tuent 99,9% des bactéries. Ben non, ça veut dire qu'ils sont plus chers parce qu'ils contiennent des bactéricides et on n'a pas besoin de ça. En frottant bien, en nettoyant souvent, c'est bon s'il reste des bactéries. Parce que c'est dans notre environnement qu'on les prend. On nous vend des produits stérilisés, des produits cuits, des produits avec des conservateurs. Ben non, on a besoin qu'il y ait des microbes dans ce qu'on mange. Alors ça veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de tout stériliser comme des malades. Il faut surtout avoir les gestes qui empêchent des contagions de passer. C'est pareil pour le gel hydroalcoolique. On sait très bien aujourd'hui que ça protège pas de la Covid. Enfin, on le dit pas, mais on le sait. Parce que c'est pas transmis du tout par ça. Si vous voulez vous protéger de la Covid, vous mettez un masque. Voilà. En revanche, le gel hydroalcoolique détruit le microbiote de vos mains. Alors, en période de grippe ou de gastro, là, ça vaut la peine de remettre du gel hydroalcoolique. Mais en temps normal, non. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des gestes qui empêchent les mauvais de rentrer, mais qui permettent aux bons d'être présents sur votre peau et de rentrer dans votre bouche. Ensuite, l'autre chose, c'est les conservateurs, les édulcorants, les émulsifiants, tout ça, on sait que c'est pas bon pour les microbes de votre tube digestif. Il faut en manger le moins possible. Ne mangez pas ultra transformé. Mangez des produits que vous avez achetés sur les marchés ou que vous avez achetés chez le marchand de légumes ou chez le boucher. D'accord? Donc, ça, c'est les coups de bâton. Maintenant, comment on peut l'aider? C'est la carotte. Alors, historiquement, notre microbiote, il se nourrit de nos sécrétions et de notre peau, quand il vit sur notre peau. Donc, prenez des douches, mais pas trop régulièrement. Prenez-les pour pas puer, quoi, mais prenez pas des douches nécessairement tous les jours. Voyez comment ça marche sur vous au bout de quelques temps. Laissez le temps à votre corps de s'adapter. Qu'il y ait de quoi bouffer sur votre peau. Ne puez pas, je l'ai bien dit, mais n'ayez pas un excès de nettoyage inutile. Dans votre tube digestif, mettez des aliments pour vos microbes. C'est ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, c'est des composants des végétaux que nous ne digérons pas. Mais que digèrent nos microbes? Or, les Français ne mangent que 50% de la ration de fibres recommandée. D'où les recommandations de manger 5 fruits et légumes par jour. Une autre, c'est de se dire qu'il faut que ces fibres soient variées pour entretenir des microbes variés. Manger des légumes et des céréales aussi, d'ailleurs, si possible avec le son, ou des fruits variés. On dit qu'une bonne vingtaine d'espèces différentes, céréales, légumes, fruits par semaine, c'est une bonne façon de faire. C'est pas facile. Ah, par semaine, j'aurais pensé même par jour, mais... 5 fruits et légumes par jour, mais varier les espèces. Et l'idée, c'est de manger beaucoup végétal et varié. Et je vous donnerai un conseil, c'est que
pour ne pas manger trop de viande sans se brimer, parce qu'on mange trop de viande, on en mange 5 fois trop. Mais il en faut de la viande Alors aussi. pas ici, pas dans cette maison. Chez moi, on a du mal à s'y mettre, hein, mais on essaye aussi. Cela dit, commencez par les légumes. Faites votre satiété sur les légumes et faites de la viande une suite de repas où vous allez savourer, mais pas vous rassasier sur la viande. C'est une vieille méthode de zone paysanne où la viande, on n'en avait pas trop. Moi, j'ai découvert ça dans les monts du Pilat, par exemple. On commence par les légumes, puis on sert la viande. C'est-à-dire qu'on s'est rassasié, rempli le ventre sur les légumes, et puis après, on mange un peu de viande, parce que il en faut aussi 10 à 20 kilos par an. Mais aujourd'hui, en France, on est entre 80 et 120 kilos. Et vous venez de faire une belle synthèse de beaucoup d'épisodes qu'on a tournés ici sur les aliments ultra transformés, les légumineuses, les fibres. Et on en a fait aussi sur les fermentations. Quid des fermentations pour nos amis intérieurs? Alors sans le dire, j'avais décrit 2 concepts pour lesquels, bien sûr, il y a un nom technique un peu grec. Je viens de décrire les effets probiotiques, le fait de s'inoculer parce qu'il y en a dans l'environnement et dans l'alimentation des microbes. Ça, c'est l'effet probiotique, d'ailleurs. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des probiotiques à la pharmacie. Puis il y a l'effet prébiotique qui est de favoriser ces microbes en les nourrissant. Pas se nettoyer trop excessivement, tout en se nettoyant, prendre des fibres. Il y a un 3e effet que moi j'appelle parabiotique, qui est un effet positif sur le microbiote des aliments fermentés. Alors déjà, les aliments fermentés, ils ont des vitamines, des microbes. Parce que quand vous stockez des aliments, les vitamines s'oxydent, elles disparaissent. Mais s'ils sont fermentés, il y a encore des vitamines dans les microbes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a oublié cet intérêt-là, qui était connu empiriquement. D'ailleurs, les gens ne connaissaient pas les vitamines, ils savaient juste que c'était bon de manger fermenté. On a oublié ça parce que maintenant, on a des produits frais. Donc, on n'a plus de problème de vitamines. Mais la deuxième chose que les aliments fermentés amènent, c'est ces microbes. Alors, contrairement à une idée reçue, ils s'installent rarement dans notre tube digestif. Mais ils meurent pas, on les retrouve dans les selles. Alors en fait, tant qu'on mange, il y en a qui passent, donc il y en a dans notre tube digestif. Mais quand on arrête de manger les aliments fermentés, ils ne se sont pas installés, ils disparaissent. Mais, et c'est ça l'effet parabiotique, ils modifient le fonctionnement de notre microbiote en le poussant dans des directions où il fonctionne mieux. Notamment, ils favorisent des bactéries productrices de butyrate. Et le butyrate, c'est un régulateur du fonctionnement du système immunitaire. Il défavorise des bactéries productrices de H2S, d'hydrogène sulfuré. Outre que ça fait des pets qui sentent pas bon, ça fait surtout, ça crée des états pro-inflammatoires et ça favorise des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc ils ont un effet favorable sur le microbiote, et donc manger des aliments fermentés, c'est une bonne idée, ouais. Comment vous faites le lien entre la santé de notre paysage intérieur et celle du paysage extérieur, en particulier les sols? Alors, elle est pas directe, on va pas retrouver des bactéries ou des champignons des sols dans notre tube digestif. Mais quelque part, ce qu'on met dans la bouche, ça vient du sol. Et donc, ce qui se passe dans le sol est important. Je dirais que, pour faire simple, il est peut-être plus important chimiquement d'ailleurs que microbiologiquement. Je vous donne un exemple d'un truc qu'on fait malheureusement trop. Quand on met du phosphate minier comme engrais, et c'est ce que fait l'agriculture conventionnelle, pas le bio en revanche, il est contaminé par du cadmium. Ce cadmium passe dans les végétaux ou dans les animaux qui mangent ces végétaux, et du coup, nous, humains de France, nous consommons 1,4 fois la dose recommandée par l'OMS. Et ça, c'est parce que il y a un combat entre la FNSEA et l'ANSES, entre les syndicats paysans et les agences de santé. Les agences de santé voudraient réduire les teneurs des engrais à 20 mg par kilo. La FNSEA veut rester à 60 mg par kilo parce que c'est moins cher. Et retirer du cadmium, ça coûte cher. Donc ça ferait des engrais plus coûteux. Le bilan, c'est que 47% des Français sont en surdosage de cadmium, ce qui détruit leur rein, leur foie, qui lâchent plus facilement, ce qui provoque ce 2 à 3% de cancer du pancréas par an en plus en France, ce qui provoque des problèmes osseux, de l'ostéoporose à la ménopause, mais aussi chez les enfants des sous-dimensionnements de la boîte crânienne. Donc c'est pas très heureux cette histoire-là, Et ça veut dire que quelque part, ce qui se passe dans le sol, finalement, on a un lien tellement intime au sol, par le biais des dépendances qu'on a à des organismes qui eux-mêmes sont dépendants au sol, les plantes, en l'occurrence, on a une dépendance tellement étroite et intime au sol qu'on peut pas faire n'importe quoi dans le sol sans que ça se répercute sur nous-mêmes. Et justement, je vous ai souvent entendu parler d'interdisciplinarité. Ça vous tient à cœur, cette histoire, pourquoi ? Parce que d'abord, moi, quand j'ai commencé mes études, j'ai beaucoup hésité. J'avais des envies autour de l'archéologie, j'ai même eu des envies passagères autour de l'histoire. À un moment, j'ai voulu devenir politicien. Tout ça, c'était les errances de l'adolescence, mais moi, j'ai jamais pu me résoudre à n'être que biologiste, et dans mes lectures, dans mes passions, il y a des choses qui vont de l'architecture à l'histoire de France, où je suis résolument mauvais, mais franchement passionné.
Donc ça, c'est la trajectoire personnelle. Mais aujourd'hui, quand je veux donner du sens à des questions comme par exemple la question de l'agriculture, je m'aperçois qu'on a beau avoir des belles solutions autour de l'agroécologie pour faire des sols qui fonctionnent mieux, des plantes qui s'appuient plus sur leurs microbes pour se défendre ou pour pousser. On a beau avoir tout ça, l'acceptation demande des savoir-faire politiques, des cheminements économiques pour que les exploitations puissent facilement faire la transition. Aujourd'hui, celles qui la font, c'est des types qui expérimentent. Et pour 15 qui vous racontent une histoire de succès, il y en a quand même 3-4 qui se sont pris un râteau. Et ils viennent pas vous le raconter, ceux-là. Donc, il y a besoin, en fait, dans la vraie vie, il y a besoin de toutes les disciplines. Et le drame, c'est que les disciplines sont souvent en opposition. Par exemple, elles se battent pour les ordres d'enseignement dans le secondaire. Et les sciences du vivant, pour le coup, eh ben, elles ont vraiment pris un jeton. Hein. On les enseigne pas assez. Et moins on les enseigne, moins il y a de profs pour faire lobby pour qu'il y ait des heures. Et d'autres matières qui ont un corps enseignant énorme font un meilleur lobbying et gagnent encore des heures. En gros, regardez, hein, c'est les gros qui grandissent. Aujourd'hui, les heures de dédoublement ne servent plus à des TP de physique, chimie ou de SVT, mais à dédoubler des heures en français. Aujourd'hui, les maths gagnent des heures, et tout ça, c'est une espèce d'inflation des outils qui sont absolument vitaux, mais que les gamins n'acquièrent pas parce qu'ils sont pas incarnés dans des objets du réel. Et ils le seraient plus s'il y avait une interdisciplinarité dans les cheminements éducatifs. Je prends l'exemple de l'éducation pour cette interdisciplinarité, parce que les gamins, dans leur envie de comprendre un point d'histoire, un point d'économie ou un point de sciences naturelles, ils se rendraient compte à un moment qu'il faut pouvoir le décrire, qu'il faut pouvoir le quantifier, et ils auront envie de se servir plus de cet outil. Donc quelque part, on voit que les disciplines finissent par être, même quand elles enflent démesurément dans les enseignements, elles finissent par devenir inefficaces parce qu'elles sont pas croisées avec d'autres. Et moi, je sais que comme biologiste ou comme écologue, j'ai besoin de maths, j'ai besoin de physique, j'ai besoin de chimie. Mais à un moment, il n'y a pas une matière au-dessus des autres. Les matières n'ont de sens que quand elles deviennent l'esclave des autres matières. Votre prochain livre, qui sort en mars 2024, nous propose de convier l'humanité dans l'histoire naturelle, justement. En quoi ça consiste ? Alors, en gros, ça consiste à dire un truc qui est déjà vrai, mais comme il n'est pas conscient, il se passe mal. Tu sais, c'est un peu comme les dents, hein. Je ne vais pas vous apprendre que vous avez des dents, mais on le réalise vraiment au moment où on a une carie, c'est-à-dire au moment où les dents fonctionnent mal. Donc on est déjà dans l'histoire naturelle, c'est-à-dire qu'on est dans les processus évolutifs et écologiques du monde. On n'en a jamais été séparés. Simplement on l'a pas géré, du coup on se prend dans la gueule des crises sanitaires, on se prend sur la gueule des crises environnementales, parce que on n'a pas compris cette logique. Non seulement on l'a pas utilisé, mais en plus on a fait des choses qui l'abîment, qui abîment le climat. Je vais vous parler du cadmium, qui abîme l'alimentation, qui abîme la biodiversité, et en cela qui abîme la diversité des espèces dans lesquelles nos enfants pourraient puiser des molécules, des mécanismes, des façons de gérer le milieu. Enfin, on n'a jamais été loin de l'histoire naturelle. Mais là où je veux convier l'humanité dans l'histoire naturelle, c'est de bien dire que il y a des tas d'idées reçues sur la nature qui sont fausses. Par exemple, non, la nature n'est pas bien faite. Non, l'homme n'est pas la seule espèce qui fasse des déchets. Non, il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Et alors, bon, ça paraît provoquant, mais en réalité, c'est vraiment ce que voient les biologistes. Et de reconstruire une image de la nature à la place de ces idées reçues où il y a l'homme. Et ça débouche sur des interdits. Pas de plastique, pas d'engrais phosphatés. Je propose un mot pour ça qui est la nouture. C'est-à-dire ? Eh ben, nature avec nous à l'intérieur. La nature. Oui, non, mais c'est ça. D'ailleurs, un des titres auxquels on avait pensé, c'est « En naturons-nous », sans naturer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette approche-là n'est pas qu'une approche de brimade en interdisant certaines choses. Bon, je citais les plastiques, les engrais phosphatés, les engrais minéraux phosphatés. En revanche, ça ouvre des possibles. La biodiversité comme outil, avec utiliser des haies mieux faites pour barrer la propagation des pathogènes et empêcher l'érosion des sols. Ça ouvre des outils pour la santé. Je vous parlais de manger des fruits. Les fruits, c'est moins cher que la viande, et ça contient, les fruits et les légumes, ça contient plein de fibres. Donc, ça ouvre des possibles. Il y a des belles au bois dormant de solutions qu'on n'applique pas. Parce que, d'emblée, quand on a un problème, on va penser technologique, et on pense pas à ces liens au vivant, qui sont des leviers prodigieux si on les prend en main. Pour l'instant, on les a pas pris en main, et au passage, on en a cassé, et du coup, ce qu'on casse, c'est de l'homme. Parce que quand il y a une crise climatique, il y a des gens qui migrent, il y a des gens qui ont faim. Quand il y a une crise sanitaire, il y a des gens qui meurent. D'accord ? Donc en fait, finalement, on est tellement lié à la nature que quand on l'abîme, c'est pas juste oh là 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 là, la pauvre nature. Non !
C'est des gens qui souffrent, qui meurent, qui vivent moins bien, qui mangent moins bien. En fait, on est tellement lié à la nature que quand on l'abîme, c'est l'homme qu'on abîme. Et convier l'humanité en histoire naturelle, c'est de dire, mais putain, regarde, cette nature, c'est toi. La façon dont tu la traites, c'est la façon dont tu traites les autres, et notamment tes enfants. Alors, si tu aimes tes enfants, tu achètes Nature et Préjugés en mars. Le Marc-André politicien n'est jamais loin. Avant-dernière question, j'ai lu que vous étiez vice-président de l'association Les Cépages Modestes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns de cépages modestes? Chatus, Bonne-Vituenne, Loin de l'œil. On pourra en dire des dizaines, mais ça va pas parler aux gens. Mais la Bonne-Vituenne, je vous assure, après, vous avez plus envie de boire du muscat. Ce sont des cépages qui ont été peu replantés et ils illustrent une forme de biodiversité qui est celle engendrée par l'homme, de tous ces cépages, donc ces variétés de vignes. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je suis un amateur de vin et que c'est une façon d'avoir des expériences nouvelles et que être amateur de vin, c'est pas simplement chercher des bons vins, c'est chercher des impressions nouvelles. Voilà. Et il y a dans ces cépages oubliés à la fois des réserves de jouissance alimentaire, gustative, olfactive, mais aussi peut-être des solutions par rapport aux pathogènes ou au changement climatique. Voilà, alors c'est une association d'ailleurs qui est très interdisciplinaire puisqu'on a des ampélographes, des spécialistes de la vigne, on a des viticulteurs, on a des spécialistes de la vente et des circuits de distribution du vin, on a des écologues, voilà. Et pour finir, question traditionnelle que je pose toujours à ce micro, une recette et ou un conseil nutritionnel pour ceux qui nous écoutent. Alors le conseil nutritionnel, il est déjà acquis, hein, c'est un peu moins de viande, mais de la viande si on veut. Hein, puisqu'il y a dedans des vitamines incontournables et des fibres, redécouvrez les végétaux, et on a de la chance, maintenant on en a en toute saison. Bon, et un conseil. Et une recette. Alors je suis nul en cuisine, mais j'ai confié au Monde, je sais pas si c'est paru ou non, dans le Monde 2, l'édition des week-ends, ma recette de salade. Moi, quand je suis capable d'avoir des tout petits cèpes, et on peut le faire aussi en carpaccio sans salade, je les émince à la mandoline, et je les mange donc crus. Et donc les tout petits cèpes qui sont assez fermes pour être émincés à la mandoline, vous verrez, c'est un cru. Ça a une fermeté et aussi un goût tout à fait extraordinaire qui disparaît à la cuisson, qui est largement lié aux tanins qu'ils contiennent, et qui là sont dans leur superbe. Alors qu'après cuisson, ils se sont oxydés, et s'ils sont encore goûtus, ils n'ont plus toutes les astringences, toutes les amertumes et toutes les délicatesses qu'ils ont sur le cru. L'émincé de cèpes crus sur une salade ou juste en carpaccio. Ce sera le mot de la fin. Merci Marc-André Sellos. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires. Merci à Marc-André Sellos d'être venu nous éclairer à propos de la vie qui grouille à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt.